Bonjour mon général, merci beaucoup d'avoir accepté de se prêter à cet exercice, hein, de cette discussion que nous allons avoir ce matin pour évoquer ensemble cette histoire de la BSPP et de sa division santé. Et je vous remercie d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de partager ce moment avec vous et de vous écouter, me raconter et nous raconter votre vécu, votre expérience, comment la division santé et la BSPP se sont construites au fil des années. Je vais donc vous poser des questions et nous allons échanger donc pendant quelques minutes sur divers aspects de l'histoire de la BSPP. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler quand est-ce que vous avez été affecté à la BSPP, dans quelles conditions, et quel a été votre parcours professionnel au sein de la brigade, avant que vous soyez médecin-chef, puis durant les années où vous avez été le médecin-chef de la BSPP? Mon cher camarade, mon cher ami, 31 ans après, c'est pour moi un plaisir, une forme de rajeunissement de me retrouver avec vous. Donc, je suis arrivé à la brigade entre septembre de 1965 et avril 1966. Pourquoi cet écart? Parce que à ma mutation en septembre, je devais rejoindre la brigade le 15 septembre, j'ai été rappelé dans mon unité parce que mon remplaçant n'était pas là. Ça fait à 3 reprises. Je suis arrivé de nouveau en janvier, j'ai laissé ma famille à Paris, je suis reparti dans l'État de la France où j'étais en stationnement. Donc j'ai eu donc 6 mois pour réfléchir si je venais ou je ne venais pas. La direction avait quelques petits problèmes de remplacement. Donc je suis arrivé officiellement le 1er avril 1966. Et vous arriviez de quel poste? J'arrivais d'un centre d'instruction du train qui était dans l'Est de la France, les 3 évêchés, tout le Metz-et-Verdun, où j'étais resté de 62 en sortant d'école d'application à 65-66, puisque l'école d'application, contrairement aux autres opérations, s'est faite après un séjour en Algérie. On passait sa thèse, on s'est retrouvé en Algérie en zone de combat 15 jours après la thèse, et l'école d'application s'est faite après le séjour en Algérie. Et j'ai été affecté dans l'Est de la France après le concours de l'école, où je suis resté donc 4 ans dans l'Est de la France, un centre d'instruction du train qui a recevé à l'époque 600-800 jeunes recrues tous les 2 mois. Et j'avais en plus à prendre en charge le personnel civil, un établissement régional du matériel qui était à quelques kilomètres. J'avais donc une charge d'une population militaire et d'une population civile, avec la grande possibilité d'avoir une faculté de médecine à 20 km de Toul. Et on peut revenir sur votre affectation donc, en Algérie. Vous avez été muté là-bas dès votre sortie d'école, ou enfin en tout cas en fin de scolarité. Et combien de temps avez-vous séjourné là-bas et est-ce que vous avez participé à des combats, j'imagine des prises en charge de blessés de guerre nombreux? Alors, la promotion était de 80 et il y avait 3 sortes d'affectations. Certains étaient affectés dans une unité implantée en milieu urbain, donc les collègues ne s'occupaient que des militaires. D'autres étaient affectés dans des bureaux, dans des infirmeries, et une vingtaine d'entre nous avons été affectés dans ce qu'on appelait des bataillons de marche, c'est-à-dire des unités combattantes. Et j'étais dans un régiment d'infanterie dans les Aurès, dans le sud-est constantinois. Il y avait 3 bataillons. Et à l'époque, un médecin des armées affecté en Algérie, dans un bataillon de marche, avait 2 missions. Une mission de soins traditionnels aux militaires et une mission d'AMG, assurance médicale gratuite pour la population civile, qui était regroupée dans des douars, dans des zones de regroupement. Donc j'avais donc un double travail, traiter les militaires dans leurs pathologies habituelles et dans les pathologies de guerre, et traiter les populations civiles, également des femmes, enfants, des accouchements. Il y avait donc une double mission, et j'ai fait ce travail pendant environ presque 2 ans, avant de rejoindre l'école d'application. Et bien sûr, on était en zone de combat, et j'ai donc participé à des opérations de ratissage, c'était le terme employé à l'époque, et à des opérations de combat. J'ai vu des hommes tués, des infirmiers blessés, donc
en toute zone de combat. Bien sûr, ce n'était pas l'armement que l'on connaît actuellement, très, très vulnérant, très important. C'était quand même et en particulier, on avait beaucoup de morts par des véhicules qui sautaient sur des mines. D'accord. Donc, passé presque 2 ans en Algérie. Et j'imagine que cette expérience algérienne a influencé beaucoup votre avenir médical et dans votre poste après à la BSPP. Peut-être que des situations que vous avez vécues en Algérie ont influencé votre vision du travail sur les secours et la prise en charge des victimes en milieu civil au sein de la BSPP. Manifestement, je me suis rendu compte en arrivant en Algérie que la formation médicale, surtout son école d'application, était vraiment vide de sens. Heureusement, j'avais été, pendant mon parcours d'étudiant, externe des hôpitaux de Lyon pendant 3 ans, interne en psychiatrie, donc j'avais un petit passé clinique, mais c'est une catastrophe d'envoyer un jeune médecin munir sa thèse sur des zones d'opération, surtout avec une école d'application qui arrivait après. Donc ça m'a beaucoup incité à faire une formation complémentaire. J'ai fait médecine légale, médecine du travail, hygiène, j'ai fait le maximum de formations possibles quand j'étais à Toul, y compris psychologie, je suis psychologue, pour vous dire que la formation médicale initiale est insuffisante. Et quand on m'a offert la possibilité de venir à la brigade, au régiment, alors c'est un peu particulier parce que quand je suis arrivé à Toul, médecin-chef du centre d'instruction du train, le médecin-chef de la place, c'était le médecin-colonel Robert, un ancien d'Indochine, à qui on avait confié le centre d'instruction numéro 6 de la Meurthe-et-Moselle, où former des infirmiers. Et un hasard administratif a voulu que j'habite à côté de lui dans une villa militaire. Donc on a fait très rapidement connaissance par une opportunité purement géographique. Et le colonel Robert a été muté à la brigade, au régiment, environ 2 ans après. Et spontanément, il a pensé à son petit voisin, où j'avais déjà fait quelques preuves d'efficacité dans mon travail, et m'a demandé de venir à la brigade. Je n'en ai pas accepté tout de suite parce que je trouvais que ma présence en société était encore trop récente, je voulais continuer à faire quelque chose. Mais malheureusement, comme à la brigade, vous le savez très bien, l'arrivée d'un médecin dépend d'un poste budgétaire. Le poste budgétaire s'est envolé, il a fallu que j'attende 65 avoir un nouveau poste budgétaire. Donc j'ai attendu patiemment et je suis arrivé, donc, comme vous l'indiquez, le 1er avril 1966. Il y avait combien de postes de médecins à la BSPP à cette époque-là ? À l'époque, il y avait un médecin-chef adjoint d'active et un médecin-chef par bataillon, c'est-à-dire un le nord, un le sud, un l'est et un l'ouest. 4 médecins d'active, 6 médecins d'active en tout. D'accord. Et les autres étaient des médecins civils dits conventionnés qui se recrutaient dans toutes les disciplines. Il y avait un dermatologue, il y avait un psychiatre, un gynécologue, un cardiologue, qui n'avaient donc aucune formation spécifique de médecine d'urgence. Le terme n'existait pas à l'époque. Et ces médecins d'active intervenaient, étaient bien évidemment en soutien des pompiers dans la médecine d'armée, mais également avaient une activité de secours. Oui, la double fonction existait déjà. D'une part, une médecine d'armée, incorporation, visite d'aptitude, soins aux familles, soins aux pompiers, et puis ils intervenaient, puisqu'il y avait 2 systèmes de garde, il y avait 2 ambulances de garde sur Paris en permanence, du petites ambulances, des breaks 404 de petit volume, et il y avait donc 2 médecins de garde tous les jours sur Paris. Un au nord, un c'était nord-sud, est-ouest, il y avait une répartition. Donc. Et qui intervenaient sur des ambulances de réanimation ? Ah non, il n'y avait pas d'ambulance de réanimation, c'était des Peugeot 404, break, et le transport ne se faisait pas, on ne pouvait pas transporter ces malades, le transport se faisait uniquement par police secours. L'activité médicale sur un asphyxié se limitait à quelques injections d'analytique cardiovasculaire, coramine, solucanfre, même l'atropine n'existait pas pour les malaises vagos. Et vous interveniez avec des infirmiers déjà, ou le médecin était uniquement avec un conducteur qui l'amenait sur place ? Un conducteur, un infirmier formé à Port-Royal, il n'y avait pas d'infirmier diplômé d'État, ça n'existait pas. La formation des infirmiers dure environ 6 mois. À l'infirmerie principale de Port-Royal, on leur apprenait les rudiments de l'hygiène, l'asepsie, remplir une seringue. Il n'y avait pas d'infirmiers d'État. Les infirmiers d'État ne sont arrivés à la brigade qu'avec les appelés et ensuite formés à partir des années 1978-80.
Et donc ces infirmiers étaient des anciens pompiers qui avaient basculé dans cette branche de spécialisation. Non, on demandait aux compagnies de nous fournir des volontaires. En général, on prenait des gens ayant un petit dégrossissage, mais leur formation était nettement insuffisante. C'est-à-dire que pour ce qu'on faisait à l'époque, c'était peut-être suffisant, mais dès qu'on est passé aux ambulances de réanimation, ça posait un gros problème, parce que préparer un matériel d'intubation, un matériel de perfusion, on n'est pas remplir une seringue d'un solucambre. Donc il y avait un problème qui est apparu très rapidement sur la qualification du personnel, aussi bien les médecins que le personnel infirmier. C'était le gros problème, la qualification des médecins. D'ailleurs, dans le projet du colonel Robert, il a mis en priorité le recrutement et la formation des médecins. D'accord. Et les formations donc universitaires n'existaient pas, c'était des formations qui étaient internes à la BSPP Même pour les médecins, il n'y a pas de formation. Les médecins militaires étaient recrutés à la demande du service de santé des armées, et nous envoyaient en général, qui envoyaient des médecins qui venaient préparer un assistanat. D'accord. Assistanat d'ORL, de dermato, de médecine, pas du tout d'anesthésie-réanimation, ça n'existait pas à l'époque. Donc ces médecins faisaient 2-3 ans à la brigade pour passer leur assistanat, au régiment pour passer l'assistanat, et ensuite ils disparaissaient. Donc on a eu comme ça, dans les anciens médecins d'actifs, vous allez retrouver des noms qui ont terminé leur carrière comme médecins généraux, chirurgiens, mais leur profil, leur durée de vie au régiment était de 3 ans, 4 ans maximum. Passer un assistanat et partir. Donc pas une motivation express, la médecine d'urgence n'existait pas. Donc, et est-ce que vous pouvez nous raconter la création donc, de la première ambulance de réanimation? Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Le décret du 2 décembre 1965 qui a demandé, c'est une obligation de la direction du ministère de la Santé, de mettre dans les hôpitaux des ambulances de réanimation pour aller au pied de l'arbre chercher le blessé de la route. Or, le colonel Robert était arrivé en 1963 au régiment. Il avait commencé déjà un gros travail de restructuration en mettant des méthodes modernes de réanimation. Il a introduit les bouche à bouche, les méthodes de ventilation instrumentale avec des ranimas et des aérox, des soufflets, le massage cardiaque ST1. Et son action a été amplifiée par la création du centre d'instruction de l'Éminence Saint-Georges en 1966. Car la formation secouriste, dans l'époque, se faisait dans les compagnies. Donc elle était hétérogène, diversifiée en fonction du... Dès lors qu'il y a une formation unique à Villeneuve-Saint-Georges, c'est-à-dire que quelques mois après mon arrivée, ça a permis d'avoir une formation secouriste homogène. Et d'autant plus que j'étais nommé médecin-chef en même temps du centre d'instruction. Donc ça a permis déjà d'avoir une formation homogène du personnel. Donc le colonel Robert avait réglé déjà en partie, le début et le 102e volet qu'il m'a confié, c'est d'assurer la formation des médecins. Et à ce moment-là, j'ai demandé que ne viennent à la brigade que des médecins civils ou militaires dont le profil de carrière allait s'orienter vers l'anesthésie-réanimation. J'ai cherché à comprendre quelle était la spécialité médicale la plus appropriée pour ce métier. Ce n'était pas la chirurgie, ce n'était pas la cardio, ce n'était pas la psychiatrie. Et il existait à Paris un service de transport secondaire, le service CARA, bien connu, qui faisait le transport secondaire d'hôpital en hôpital. Et donc je me suis inscrit spontanément chez CARA pour transposer dans le domaine du primaire ce que faisait CARA dans le domaine du secondaire. On intube à l'hôpital, comment intuber dans une chambre de malade, sur le trottoir. Donc j'ai essayé de transposer, et le but du colonel Robert était jusqu'à 1975, la date de son départ, de recruter que des médecins dont le profil de carrière civil ou militaire était l'anesthésie-réanimation. Et ça, le métier d'urgentiste n'existait pas à l'époque. Donc on peut dire que la médecine d'urgence préhospitalière, dans sa composante d'intervention primaire, est née à la brigade en Elle France, est née à la brigade par le recrutement de médecins, et en parallèle, il faut citer quand même le travail du professeur Larcan à Nancy, où il avait des médecins qui étaient des réanimateurs médicaux. Il y a une petite différence, un distinguo entre le réanimateur médical que vous connaissez bien et un réanimateur qui existait à l'époque d'une façon très prégnante, très importante. Donc Larcan, qui était un réanimateur, avait passé un contrat avec les pompiers de Nancy, il avait créé SOS Médecins, et on a pratiquement démarré au même moment, à Paris et à Nancy,
le même système. À Nancy, avec des réanimateurs médicaux venant d'hôpital, et au régiment, avec des médecins conventionnés et des médecins militaires qui sont orientés vers la réanimation. Et est-ce qu'on peut évoquer ce qui était antérieur à tout ce dont on vient de parler, l'expérience du médecin commandant Cotte et comment, après la Première Guerre mondiale, les prémices de cela avaient déjà eu lieu? Alors, Cotte est arrivé en 1924 ou 25 au régiment. Il avait combattu en 14-18, je ne pas en affectation déjà, j'ai eu du mal à le retrouver. Mais en arrivant à la brigade, au régiment, son problème c'est de transposer son expérience de médecin des armées, médecin de combat, sur une population civile en temps de paix. Et il a donc mis en principe 62 règles fondamentales. Quand il y a une victime grave, qu'elle soit blessée ou malade, c'est l'hôpital qui va à la victime et pas la victime qui va à l'hôpital. Principe fondamental. Deuxième principe, le malade, l'asphyxié, c'était le terme non plus, est intransportable tant qu'on n'a pas fait une mise en condition rigoureuse. Cette mise en condition, troisième principe, doit se faire avec des procédés thérapeutiques qui ont fait leur preuve, leur efficacité en milieu hospitalier. L'hôpital transposé au pied de l'arbre. Quatrième principe, le médecin seul est un médecin puissant. Il doit être précédé d'une action de secours. Cinquième principe, on ne part pas des lieux d'intervention tant qu'on n'a pas rétabli les grandes fonctions. Sixième, je n'ai pas rentré tous les principes, le traitement ne peut être que symptomatique. Et enfin, le transport doit se faire dans un véhicule adapté à ce type de mission. Ces principes ont été dictés en 1927. Et toute l'action du régiment à l'époque sur les asphyxiés, les accidents électriques, les noyades, les pendaisons, s'est faite à partir de ce principe. Et à l'époque, il y avait une symbiose importante entre les médecins de la brigade et les médecins hospitaliers, les grands noms de l'hospitalier parisien. Et à partir de là, donc, il a mis en place ce système-là, et c'est lui qui a créé le poste mobile de secours, c'est-à-dire un véhicule ambulance doté de tous les moyens normatifs de réanimation qui permettait de transporter la victime à l'hôpital et lui permettre d'arriver vivant et en bonnes conditions. Voilà donc principal. Et cette action pour le secours individuel, qui s'est faite de 1927 à 1938-39, a été prolongée en 1939, avant la guerre, d'une prospective sur la médecine de catastrophe. Cotte avait créé la maison des asphyxiés. C'est à l'époque qu'on craignait dans les conflits modernes l'apparition des gaz de combat, tels qu'on avait connus en 14-18. Il avait créé à Paris la maison des asphyxiés, c'est-à-dire la possibilité de traiter en nombre un grand nombre de victimes civiles ou militaires par les gaz de combat. Donc vous avez deux périodes dans l'œuvre de Cotte. La période initiale, l'action individuelle, l'accident quotidien, banal, régulier, l'asphyxie, la noyade, et l'exceptionnel, la catastrophe avec les gaz de combat. Voilà les deux œuvres de Cotte, 1927. Donc, et le régiment de la brigade avait fêté cet événement dans une revue d'Allo 18 qu'on peut retrouver facilement, l'œuvre de Cotte 50 ans après, donc 50 ans, 27, 77, un numéro d'Allo 18 de 1977 de retracer cet épisode. Et finalement, que s'est-il passé entre du coup la fin de la Deuxième Guerre mondiale et cette période dont on a parlé précédemment, jusqu'à l'arrivée de la première AR? Les médecins intervenaient donc durant toute cette période-là avec des véhicules qui n'étaient pas des ambulances de réanimation. Alors il y a eu l'obscurantisme lié à l'occupation. La France est occupée de 40 à 44-45. Cette période, je la connais mal. La présence allemande, l'occupation allemande, et je crois que les médecins du régiment à l'époque avaient beaucoup d'activités au niveau des victimes de bombardements. Et bon, donc il y avait donc il y avait beaucoup moins d'asphyxiés, beaucoup moins de pathologies habituelles. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la libération de Paris en 1945, que le gant n'a pas été relevé. On a poursuivi sur les errements antérieurs, c'est-à-dire on sortait de la guerre, il aurait fallu on a discuté hier l'abandon du secourisme au niveau des sapeurs-pompiers de France et de Paris. Donc on a
abandonné le principe de code, et à l'époque était rentré en lice un nouvel acteur de secours qui était police secours, qui assurait tous les transports de malades ou de blessés graves. Le régiment ne transportait plus aucune victime. Donc en 66, 20 ans après, on avait gardé le schéma opérationnel de l'après-guerre. Les pompiers intervenaient, prenaient en charge une victime, du petit soin sur place en fonction des moyens limités que l'on possédait, et le transport arrivait ensuite en milieu hospitalier dans le cas police secours. Il a fallu donc l'arrivée du colonel Robert 62 pour prendre conscience de ce vide opérationnel et penser que ce décret de 65 était une occasion, une opportunité de redonner aux pompiers leur vraie mission de secours à victimes. Donc il a fallu attendre presque 20 ans, 46-66. D'accord. On peut revenir sur ce terme d'asphyxié qui est plus tellement employé au jour d'aujourd'hui, ou alors vraiment dans des pathologies très spécifiques. Avant, c'était le nom qu'on donnait à toutes les victimes. Obligatoire. Asphyxie, asphyxie par gaz d'éclairage, asphyxie par monoxyde de carbone, asphyxie par noyade, asphyxie par accident électrique. Et une petite anecdote, dans les années 68-69, il y a eu en région parisienne, pour des raisons de comportement de population, beaucoup d'intoxications médicamenteuses, barbituriques, neuropléniques, etc. Et à l'époque, les pompiers ne pouvaient pas intervenir pour un coma toxique. Donc on avait créé le vocable, le concept d'asphyxie par barbiturique. C'est un peu particulier. Et comme les noms des médicaments étaient très difficiles à prononcer pour les chefs d'agré, on avait créé un lexique. Le phénobarbital, c'était le A25, le Gardénal, le A26. Bon, au bout d'un an et demi, les chefs d'agré ont pris le nom de million. Il était impossible de faire sortir un véhicule pompier pour une intoxication médicamenteuse. La grande vague des intoxications médicamenteuses, on avait quand même une moyenne de 50 comas par mois. Des comas sévères, importants. Donc vous voyez que le poids du mot, le poids du concept est important au plan opérationnel. Donc il a fallu démystifier le concept d'asphyxie. On n'intervenait que asphyxie par gaz, monoxyde de carbone, noyade, pendaison, accident électrique. Il était facile de se rendre compte que dans l'évolution de l'urbanisme parisien, tous les foyers de monoxyde de carbone allaient disparaître. Donc on n'aurait plus d'asphyxie par monoxyde de carbone. Il fallait comprendre que les noyades ne représentent pas une épidémie de noyades considérable. Les accidents électriques aussi. Il a fallu donc se comporter en chef d'entreprise. Demain, je n'aurai plus d'intervention par asphyxie. Qu'est-ce qu'on va faire? Se projeter dans un avenir. Quelles sont les pathologies que l'on peut prendre en compte en fonction des principes de Cotte? Traitement symptomatique, quel que soit le trouble respiratoire. On s'est donc orienté vers des pathologies médicales ou traumatiques qui nous semblaient correspondre aux principes généraux de Cotte. Le régiment, la brigade n'intervenait jamais pour un accident de chantier. La victime était dégagée, on n'intervenait que si la victime restait 3 ou 4 heures sous les décombres. Et on intervenait sans moyens, on n'avait rien, pas de perfusion. Donc il a fallu se comporter en chef d'entreprise. Quels sont les marchés potentiels de l'urgence que l'on peut prendre? On avait ici une règle, toute pathologie urgente, traumatique ou médicale, quel que soit le lieu, les circonstances et l'heure survenue, est du domaine des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà un petit peu, donc on a pris en charge les accidents de chantier, au fur et à mesure. On a pris en charge les brûlés, qu'on ne prenait pas en charge. On a pris en charge les affections médicales, les comas toxiques. On a pris en charge la pathologie cardiaque, la pathologie respiratoire. On a conquis, en principe, des codes. Quelle différence entre une intubation sur un traumatisé ou un intoxiqué? Bon, il y a quelques petites règles que nous connaissons, mais pour le corps des sapeurs-pompiers, c'est un sujet qui est en très ventilatoire, très cardio-circulatoire. Le gros problème, c'est comment transposer les techniques hospitalières, intubé sur une table d'opération à 80 cm de hauteur, avec une infirmière qui vous tend le matériel, vous fait tomber votre taux d'intubation, on en trouve une deuxième, comment travailler sur le terrain, comment adapter ces techniques que l'on connaît bien à un milieu particulièrement exceptionnel, agressif, pas toujours éclairé, chauffé. Il y a donc une transposition des techniques à faire qui a été l'œuvre qui a duré donc de 66 à 74, 75, il a fallu 10 ans pour mettre en place ces procédures. Et vous interveniez au domicile et sur la voie publique? Sur les deux. Sur les deux.
Les médecins des pompiers de Paris étaient parfaitement intégrés au reste du régiment. Ils portaient la même tenue? Non. Non, je suis très franc et très direct. En 1966, nous étions en civil. La tenue militaire était une tenue kaki. On n'avait pas le droit de se mettre en sapeur-pompier. On n'était pas pompier. On n'avait aucune légitimité de sapeur-pompier. On n'avait pas la prime d'ailleurs des officiers de la brigade. Et le bleu est arrivé en 1969. Grâce au général Cassot, on a eu l'autorisation de se mettre en sapeur-pompier pour les tenues. Mais pour l'intervention, on n'avait aucune tenue d'intervention. On intervenait en civil et vous avez des photographies d'AR où je suis en complet cravate, comme actuellement, pratiquement avec des gants, un manteau, un chapeau, habillé très désagréable quand il faut intuber quelqu'un dans la boue. Et les tenues F1 que vous portez n'ont été acquises aux médecins sapeurs-pompiers qu'en 1978, 12 ans après. On intervenait en pyjama d'hôpital, du bloc opératoire, du rouge, du rose, du bleu, en fonction des approvisionnements, en blouse blanche, en sarrau, donc un folklore vestimentaire. Donc la tenue F1, 1970, 12 ans après. Et le général Cassot, là, que vous venez d'évoquer, était bienveillant envers ces médecins. Il a fait beaucoup pour le développement d'un service de santé important. Tous les commandements de la brigade ont compris l'intérêt du secours aux victimes. Nous en avons tous à des degrés divers, parce que l'évolution des budgets n'était pas la même. Mais tout, je ne me souviens pas d'un commandement qui se soit opposé aux actions médicales. Aucun. Le général Cassot, il a été le premier à être à la fois général et créer une brigade, donc c'est lui qu'on cite en priorité, mais ma connaissance, puisque j'ai eu quand même, j'ai servi sous les ordres de 6 généraux, si j'ai une bonne mémoire, dans l'ordre, on peut les rappeler, le général Cassot, le général Perdu, le général Ferroge, Gers, Coupez et Godon. Je suis parti sur le commandement du général Godon en 88. Donc j'ai connu 6 généraux, je n'en connais pas un seul qui ait eu une opposition, qui ont tous aidé le service santé à cette mission de secours à victimes. Il y avait beaucoup d'incendies à cette période-là dans Paris. C'était un motif fréquent d'intervention des médecins? Oui, alors pour les incendies, il y avait une petite anecdote. Le médecin n'intervenait sur un incendie que s'il y avait 6 grosses lances en manœuvre. La puissance, la vulnérabilité, l'agressivité de l'incendie étaient jugées au nombre de grosses lances. Un feu d'habitation avec une grosse lance, une petite lance, n'importe quoi, avec 2 défenestrés, on ne partait pas. C'était le nombre de grosses lances. Très rapidement, on s'est rendu compte que il y avait une sorte d'inadéquation entre les moyens incendies et le nombre de victimes. Et on a demandé, on a insisté, on a obtenu gain de cause, qu'on puisse partir pour tout feu d'habitation. Et c'était à cette occasion que le concept de coefficient multiplicateur a été créé. J'explique très rapidement, c'est bien connu actuellement. Un feu d'habitation à 10 h du matin, on annonce 2 victimes, il est probable qu'une heure après, il y aura 3 victimes, pas davantage. Le même feu d'habitation à 2 h du matin, on annonce 3 victimes, 2 heures après, il y aura 15 victimes, parce que la charge démographique, la charge d'habitation d'un immeuble à 2 h du matin n'est pas la même. Et ce sont des incendies d'habitation qui nous ont permis de comprendre qu'il fallait inventer ce coefficient multiplicateur pour dire attention, un fait d'habitation le matin, on a 2 victimes, tout à l'heure on en aura 15. Entre les intoxiqués, les brûlés, les paniqués, les défenestrés. Donc il a fallu anticiper l'évolution du risque agressif. Et ce coefficient multiplicateur, on pourrait le mettre en exergue pour d'autres pathologies, l'accident de car, l'accident de train, mais on l'a mis en exergue pour les feux d'habitation, parce qu'on a eu la possibilité de partir dès le premier élément, et non pas plus. Une grosse lance, c'est pas un critère. Avec, bien entendu, dans le corps des sapeurs-pompiers, 3 populations, une population qui était favorable, une population qui était neutre, je s'en moquais totalement, et une population opposante. Et je remercie la population opposante parce qu'elle nous a permis de découvrir des arguments pour les convaincre que nous avions raison. Donc, l'ami c'est bien, l'ennemi c'est bien aussi parce qu'il faut les convaincre. On a eu beaucoup de mal à convaincre un certain nombre d'officiers, de sous-officiers, même de médecins, que le feu d'habitation, il fallait partir en premier appel.
Et donc il y a un effort de persuasion, d'explication à faire à l'ennemi, convaincre qu'on a raison. Voilà. Très bien. Et cette opposition, elle est transversale, elle n'est pas liée au grade, à l'âge, elle est liée au comportement. Nous avions des colonels qui étaient pour nous et des majors qui étaient contre nous. Des colonels qui étaient contre nous, ça transcendait le clivage habituel de grade et de formation. Donc un problème de comportement, pendant très longtemps, à Paris comme ailleurs, le pompier c'est le feu, uniquement le feu, c'est tout. Je ne sais pas si cette mentalité persiste encore au niveau des pompiers de France et de Paris, je ne crois pas. C'était le feu, il n'y a que le feu qui était valable. Donc ici, grosse lance, on partait. Bon, il y avait une certaine réticence au changement alors par... Bon, c'est un facteur humain normal. Bien sûr. Le changement, c'est faire un choix. Faire un choix, c'est abandonner quelque chose, obligatoirement. Choisir, c'est renoncer. Oui, choisir, c'est renoncer. D'ailleurs, je recommande souvent aux psychologues, vous avez un enfant de 2 ans. Vous le rendez heureux en lui offrant un gâteau. Vous le rendez malheureux, si vous lui donnez 2 gâteaux, il n'en mange qu'un seul. Il renonce. Donc le choix est un renoncement. Et pour certains individus, le renoncement, c'est un stress, c'est un facteur d'agression, de vulnérabilité. Donc on ne choisit pas. Le choix peut rendre malheureux. Le choix peut rendre malheureux. Au plan affectif, sentimental, au plan économique, le choix peut rendre malheureux. Si on n'a pas transcendé le fait qu'il faut faire un choix de toute façon. Si vous ne le faites pas, ce sont les autres qui le feront. Il y a aujourd'hui à la brigade 6 ambulances de réanimation opérationnelles 24 heures sur 24. Dans quel ordre elles sont apparues? Est-ce qu'il y en a eu une à Port-Royal? Quelle a été la cinétique de la création de ces 6 ambulances de réanimation? La première Port-Royal, d'une part parce que le colonel Robert était sur place, donc ça lui permettait, et j'étais moi-même logé sur place, j'étais même chef du bataillon, j'étais le seul anéciste à être formé à ce moment-là. La première était à Port-Royal, la deuxième, après 68, est arrivée à Château-Landon, au Groupement Nord. La troisième est arrivée à Ménilmontant. Après, ça a suivi. Il y a eu 3 ambulances intramuros, très rapidement, donc le sud, l'est et le... Ensuite, les groupements extérieurs, il y a eu Créteil, à Champigny. On peut dire que 67, 69, 70, 71, 72, 73, 6 ambulances fonctionnaient et 73, c'est la date de création des SAMU, pratiquement. Donc, on avait un parc opérationnel pratiquement complet à 6 ambulances au moment où les SAMU commençaient à démarrer.